Je suis rentré dans mon appartement après le service de nuit, et voilà que ma belle-mère était en train de préparer le déjeuner. C'est si bien que tu sois là. Tes affaires sont déjà près de l'entrée. Prends-les, ma chérie. Notre fille et son mari vont bientôt arriver. Ils ont des enfants, et ils ont plus besoin de l'appartement. Après ces mots, rien ne pouvait l'arrêter. Betty Vance a ouvert la porte de l'appartement avec son épaule, tenant un sac de provisions et son sac de sport avec ses blouses à l'intérieur. Le service avait été une bête, 12 heures debout. 3 patients difficiles, dont un qu'elle a presque dû précipiter aux soins intensifs. Sa tête palpitait d'épuisement et ses jambes la faisaient souffrir. Elle ne voulait qu'une chose, atteindre le canapé, enlever ses chaussures horribles et fermer les yeux, ne serait-ce qu'une heure. Mais quelque chose semblait clocher. Betty s'est figée dans l'encadrement de la porte, ne comprenant pas immédiatement ce qui avait changé. Puis ça l'a frappé. Le fauteuil était contre un autre mur. La table basse avait été rapprochée de la fenêtre. Le lampadaire qui était toujours dans le coin était maintenant à côté de la bibliothèque. Même le tapis avait été tourné de 90 degrés. Quelqu'un avait déplacé des choses en son absence. Sur la table se trouvait un mot écrit d'une grande main grossière. J'ai fait un petit changement au meuble. C'est plus confortable comme ça. Tu n'as pas à me remercier. Eleanor. Betty a lentement serré le mot dans son poing, sa mâchoire se crispant avec des mots inexprimés. Elle avait acheté cet appartement à Atlanta il y a 5 ans. Elle avait économisé pour cela depuis l'âge de 18 ans, se refusant tout. Elle faisait 2 services, prenait du travail supplémentaire le week-end dans des cliniques privées et lésinait sur les vêtements et les divertissements. Chaque centime allait dans les économies. Quand elle a finalement tenu les clés dans sa main, ce fut le plus beau jour de sa vie. Il y a 3 ans, elle avait épousé Darnell Vance. Il a emménagé avec elle, un homme calme et facile à vivre qui travaillait comme cadre intermédiaire dans une entreprise de vente. Son salaire était moyen, mais Betty s'en fichait. Elle gagnait bien sa vie, surtout en tenant compte des services de nuit et des heures supplémentaires. Elle n'avait pas besoin d'un soutien financier. Elle avait juste besoin d'une personne normale à ses côtés pour partager la vie quotidienne et peut-être avoir des enfants un jour. Et pendant les 6 premiers mois, il semblait que c'était exactement ce qu'elle avait. Puis Eleanor est entrée dans leur vie. Au début, sa belle-mère venait rarement, peut-être une fois par mois pour le thé, apportant un pot de confiture ou un paquet de biscuits. Elle était polie, bien que Betty ait toujours senti une tension dans son regard. Eleanor évaluait l'appartement comme si elle calculait ce qu'il fallait déplacer, ce qu'il fallait jeter et ce qu'il fallait ajouter. Avec le temps, les visites sont devenues plus fréquentes, toutes les 2 semaines, puis toutes les semaines. Puis elle a commencé à se pointer quand Betty n'était pas à la maison. Et maintenant, le réaménagement des meubles. Betty a froissé le mot et l'a jeté à la poubelle. Elle a enlevé sa veste et s'est dirigée vers la chambre. Darnell dormait encore, étendu sur le lit en boxé et en t-shirt. Il travaillait jusqu'à 18 heures et restait ensuite collé à son ordinateur, jouant à des jeux de stratégie jusqu'à minuit. Elle s'est allongée à côté de lui sans se déshabiller et a fermé les yeux. Le sommeil ne venait pas. Des pensées lui traversaient la tête sur la façon dont sa mère était entrée là avec des clés qu'elle n'aurait pas dû avoir et avait commencé à déplacer ses meubles dans son appartement. Quelques heures plus tard, Darnell s'est réveillé, s'est étiré et a embrassé l'épaule de sa femme d'un air endormi. Comment s'est passé le service? Bien. Betty s'est assise sur le lit, le regardant. Darnell, où est-ce que ta mère a eu les clés de l'appartement? Il a cligné des yeux, ne comprenant pas immédiatement. Quelles clés? Les clés de cet appartement. Elle est venue ici pendant que j'étais parti et a déplacé tous les meubles du salon. Darnell s'est gratté la nuque et a souri timidement. Oh, eh bien, je lui en ai donné une de rechange. Juste au cas où. Juste au cas où quoi? Eh bien, au cas où il arriverait quelque chose et que nous ne serions pas à la maison, ou si tu perdais tes clés. Betty s'est contentée de le regarder fixement. Il a évité son regard. Elle s'inquiète juste pour nous. Elle veut t'aider. Aider, c'est apporter des provisions ou faire le ménage quand on le lui demande, pas déplacer les meubles du propriétaire sans sa permission. Propriétaire, a répété Darnell, sur un ton offensé. Je vis ici, moi aussi, tu sais. Oui, tu vis ici, mais l'appartement est à moi. Il a serré les lèvres, s'est levé du lit et a enfilé son jean. Tu ramènes toujours ça sur le tapis.
je ne le ramène sur le tapis que quand ta mère dépasse les bornes. Elle voulait juste faire quelque chose de gentil. Faire quelque chose de gentil, c'est demander si nous avons besoin d'aide, pas entrer par effraction quand je suis parti et réarranger les meubles à son goût. Darnell arpentait nerveusement la pièce. Bon, je vais lui dire de ne plus recommencer. Et reprendre les clés. Betty, pourquoi? C'est ma mère, pas une étrangère. Les clés, Darnell. Il a soupiré et a hoché la tête. D'accord, je vais les reprendre. Mais il n'a pas repris les clés. 2 semaines se sont écoulées. Betty n'a délibérément pas abordé le sujet, se contentant d'observer. Eleanor apparaissait maintenant 2 fois par semaine, chaque fois en l'absence de sa belle-fille. Darnell le mentionnait avec désinvolture comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ma mère est passée, elle a apporté des raviolis. Ma mère était là. Elle a nettoyé les fenêtres. Ma mère a laissé une marmite de soupe. Betty ne disait rien. Elle documentait simplement. Eleanor s'appropriait le territoire, gagnant du terrain centimètre par centimètre. Un shampoing étrange est apparu dans la salle de bain. De nouveaux maniques dans la cuisine. Dans l'entrée, une paire de chaussons taille 44, manifestement pas ceux de Darnell. Et puis il s'est passé quelque chose qui a finalement mis Betty en état d'alerte maximale. Elle est rentrée de son service de nuit épuisée un mercredi matin, les mains tremblantes. Un patient, un homme de 47 ans, était décédé d'une crise cardiaque à l'hôpital. Ils ont essayé de le réanimer, mais n'ont pas réussi. Betty prenait toujours ses cas à cœur, même si elle essayait de ne pas le montrer. Elle s'est changée dans la salle du personnel, a pris un café au distributeur automatique et s'est assise seule dans un coin pour se ressaisir avant de rentrer chez elle. Heather, une infirmière plus âgée qui travaillait à l'hôpital depuis 35 ans, s'est assise à côté d'elle. C'était une femme expérimentée et directe qui pouvait lire à travers les gens. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé, versant du thé d'une thermos. « Je vais bien. » C'était une nuit difficile. Ça arrive. Heather est restée silencieuse pendant un moment, puis a dit avec désinvolture, « J'entends dire que ta belle-mère est assez active. » Betty s'est tendue. « Comment sais-tu ça? Une de nos aides-soignantes habite dans ton quartier. Elle a dit qu'elle avait vu ta belle-mère dans le hall. Elle avait les clés de ton appartement. Elle se vantait auprès de sa voisine que son fils et sa belle-fille avaient un bel endroit. » Et, a demandé Betty froidement. Heather la regarda sérieusement. Elle a également mentionné que sa fille Chérès, je crois, cherche un logement. Les loyers sont chers. Le propriétaire a augmenté le prix. Elle a 2 enfants et les chèques de paie de son mari sont irréguliers. Eleanor se plaignait à tout le monde qu'elle voulait aider, mais elle n'a qu'un petit appartement. Betty sentit un frisson. Heather, où veux-tu en venir? Garde tes documents d'appartement loin des regards indiscrets. Tout peut arriver. Les gens deviennent inventifs quand ils ont besoin d'un logement. Betty l'a remerciée et est rentrée chez elle, mais les mots de sa collègue sont restés avec elle comme une épine. Elle se souvenait vaguement de Chérès. Elle l'avait vue plusieurs fois lors de réunions de famille, une femme dans la quarantaine avec des cheveux blonds teints et un air perpétuellement insatisfait. Elle travaillait comme vendeuse et son mari était chauffeur-livreur ou quelque chose de similaire, avec 2 enfants d'âge préscolaire. Quand elle est rentrée chez elle, Betty a immédiatement vérifié ses documents. Ils étaient dans le coffre-fort qu'elle gardait dans son casier au travail. L'acte de propriété, le contrat de vente, le passeport technique, tout était en place. Darnell ne s'était jamais intéressé à l'endroit où elle gardait les papiers et il n'avait pas la clé du coffre-fort. Rassurée, Betty est entrée et s'est couchée. Les jours suivants se sont déroulés calmement. Eleanor ne s'est pas montrée. Darnell a agi comme d'habitude, il travaillait, rentrait à la maison, dînait, jouait sur l'ordinateur. Betty s'est presque convaincue que tout était fini. Mais un soir, alors qu'elle faisait la vaisselle après le dîner, le téléphone de Darnell a sonné dans le couloir. Il était allé aux toilettes, laissant son smartphone sur le canapé. Betty n'avait pas l'intention d'écouter, mais la voix d'Eleanor provenant du haut-parleur était si forte qu'il était impossible de ne pas l'entendre. « Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. L'appartement sera vidé. Je te le promets. » Betty s'est figée avec une assiette dans les mains. Elle s'est essuyé les paumes, s'est rendue dans le salon et a pris le téléphone. « Eleanor, bonsoir. » Il y a eu une pause. « Oh, Betty. Salut.
Je parle à Darnell. J'ai entendu ce que tu as dit à propos d'un appartement qui serait vidé. De quoi parles-tu? As-tu dit à ta fille qu'un appartement allait être libéré? Eleanor a ricané. Je ne parlais pas de mon appartement. Je veux faire une rénovation. C'est pourquoi j'en discute avec Sherès. Vous deux avez un petit appartement. Et alors? Je peux l'appeler comme je veux. Betty n'a pas discuté. Elle a simplement reposé le téléphone en silence. Darnell est sorti des toilettes, a pris le smartphone, a vu que l'appel était déconnecté et a regardé sa femme avec un air coupable. Maman a appelé. Oui. Que voulait-elle? Demande-lui toi-même. Il ne l'a pas fait. Et Betty a définitivement compris que quelque chose se tramait. Eleanor tissait une toile, et il ne le savait pas où, pire, y participait. Le lendemain, Betty s'est levée tôt, s'est habillée et est sortie. Elle est revenue 1 heure plus tard avec un serrurier. Il a rapidement retiré les anciens verrous de la porte d'entrée et en a installé de nouveaux, fiables, avec une protection anti-vol et anti-effraction. 3 jeux de clés, un pour Betty, un de rechange dans son coffre-fort au travail, et le 3e pour Darnell. Quand son mari est rentré du travail ce soir-là, il n'a pas immédiatement compris ce qui s'était passé. Il a essayé d'ouvrir la porte avec l'ancienne clé, mais n'a pas pu. Il a sonné. Betty a ouvert la porte et lui a remis le nouveau jeu de clés. J'ai changé les serrures. Le visage de Darnell s'est affaissé. Pourquoi? Parce que ta mère avait un double que tu avais promis de récupérer il y a 2 semaines. J'ai oublié. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Et maman. Si quelque chose arrive, elle nous appellera comme toute personne normale. Darnell a rougi, est entré dans la chambre et a jeté son sac sur le lit. Tu aurais pu au moins me le dire. Te le dire pour que tu puisses faire un 3e double? Elle s'est retournée, les yeux brûlants d'indignation. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est ma mère. Ce n'est pas une étrangère. C'est mon appartement, et je décide qui a les clés ici. Ton appartement, et je vis ici temporairement, c'est ça? Oui. Betty a passé une main fatiguée sur son visage. Darnell, arrête. Tu sais exactement ce que je veux dire. Je sais. Il a ri amèrement. Que tu l'as acheté avant le mariage. Que je ne suis personne ici. Je n'ai pas dit ça, mais tu le penses. Ils ont eu leur première dispute sérieuse en 3 ans. Darnell a crié qu'elle était sans cœur, que la famille ne signifiait rien pour elle, qu'elle était une maniaque du contrôle. Betty est restée silencieuse parce qu'elle savait qu'il était inutile de parler. Il ne voyait que sa propre raison et celle de sa mère. Le soir, ils s'étaient réconciliés. Darnell s'est formellement excusé. Betty a hoché la tête. Il l'a embrassée. Elle ne l'a pas repoussé, mais quelque chose entre eux était définitivement brisé. 3 jours plus tard, une lettre est arrivée par la poste. Betty ramassait le courrier comme d'habitude, des prospectus publicitaires, des factures de services publics, le journal de quartier et une enveloppe portant le logo d'un cabinet d'avocats. Elle l'a ouverte là, dans l'entrée. À l'intérieur se trouvait une demande de confirmation d'une procuration pour le transfert gratuit, un don de la moitié de la propriété de l'appartement situé à Magnolia Ridge Drive, 253 Nice. Betty a lu la lettre 2 fois, puis a sorti son téléphone et a appelé le numéro du cabinet d'avocats indiqué sur l'entête de la lettre. Les cabinets d'avocats Wilson et Bell. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Betty Vance. J'ai reçu une demande de confirmation d'une procuration pour faire don d'un appartement. Je n'ai signé aucune procuration de ce type. La jeune femme à l'autre bout du fil a hésité. Un instant, s'il vous plaît. Je vais vérifier. Elle a entendu le bruissement des papiers, le tapotement d'un clavier. Oui, nous avons effectivement une telle demande. Mademoiselle Eleanor a présenté une procuration en votre nom pour traiter le don. Je répète, je n'ai signé aucune procuration. Est-ce clair? Dans ce cas, la procédure sera suspendue jusqu'à ce que les circonstances soient clarifiées. Vous devrez venir en personne avec votre permis de conduire pour faire une déclaration. Betty a promis d'y aller le lendemain et a raccroché. Ses mains tremblaient. Eleanor avait essayé de faire un don en utilisant de faux documents. Elle avait falsifié la signature, s'était rendue au cabinet d'avocats avec une fausse procuration et avait tenté de transférer la moitié de l'appartement à sa fille.
Ce n'était plus seulement un abus d'autorité, c'était une tentative de fraude. Betty est montée, a verrouillé la porte avec tous les verrous et s'est assise dans la cuisine en regardant par la fenêtre. Son esprit était en ébullition. Que devait-elle faire? Le signaler à la police? Parler directement à Eleanor? Le dire à Darnell? Non. Darnell n'y croirait pas, ou il y croirait mais essaierait de justifier sa mère. Il dirait qu'elle voulait juste aider sa fille, qu'elle était confuse, qu'elle ne voulait pas faire de mal. Betty en a décidé autrement. Demain, elle irait au cabinet d'avocat, officialiserait la tentative et déclarerait la procuration fausse. Et ensuite, elle observerait. Eleanor ne s'arrêterait manifestement pas après une seule tentative. Elle réessayerait, plus inventive, plus rusée, et Betty devait être préparée. Le lendemain, elle s'est rendue au bureau et a déposé la plainte. L'avocate, une femme plus âgée avec un regard perspicace et une façon de parler claire, a écouté attentivement et a secoué la tête. Cela arrive souvent. Des proches essaient d'enregistrer des biens à leur nom, profitant de la confiance ou de la naïveté du propriétaire. C'est une bonne chose que vous l'ayez découvert à temps. Et qu'adviendra-t-il de la personne qui a présenté la fausse procuration? Puis-je déposer un rapport de police? La falsification de documents est un crime. Betty a réfléchi et a décliné. Je ne le ferai pas encore. Bloquez simplement tout ce qui concerne cet appartement. Aucune transaction sans ma présence. Censé. L'avocate a acquiescé. En rentrant chez elle, Betty se sentait vide. Eleanor avait franchi la ligne. Maintenant, c'était une guerre non déclarée, mais une guerre néanmoins, et Betty prévoyait de la gagner. À la maison, elle a trouvé Darnell devant l'ordinateur. Il jouait à un autre jeu de stratégie, cliquant avec enthousiasme. Il ne s'est même pas retourné quand sa femme est entrée. Darnell, il faut qu'on parle. Juste une minute. Je termine cette partie. Betty a débranché le cordon d'alimentation. L'écran est devenu noir. Qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on parle maintenant. Il s'est adossé à la chaise avec agacement. Encore quoi? Ta mère a tenté de faire don de la moitié de l'appartement à ta sœur en utilisant une fausse procuration à mon nom. Il a cligné des yeux. Quoi? Il doit y avoir une erreur. Ce n'est pas une erreur. J'étais au cabinet d'avocat aujourd'hui. Tout a été confirmé. Il a secoué la tête. Ce n'est pas possible. Maman ne ferait jamais une chose pareille. Elle l'a fait. Peut-être qu'elle était juste confuse. Betty a ri, un rire dur et sans joie. Confuse? Elle a falsifié ma signature, s'est rendue chez un avocat avec de faux papiers et a essayé de transférer mon appartement à sa fille. Et tu appelles ça confus? Darnell s'est levé et a arpenté nerveusement la pièce. Je vais lui parler. Ne te donne pas la peine. Qu'est-ce que tu veux dire par ne te donne pas la peine? Ne te donne pas la peine. Je veux voir ce qu'elle va faire ensuite. Betty, tu es sérieuse? Absolument. Ta mère a montré ce dont elle est capable. Maintenant, je serai préparé à toute action qu'elle entreprendra. Tu transformes ça en une sorte de surveillance. Je protège ma propriété. Darnell a serré les poings. Je vois. Pour toi, la propriété est plus importante que la famille. Ma famille, c'est toi et moi. Pas ta mère, pas ta sœur. Nous. Elles sont ma famille, aussi. Alors choisis. Il y a eu un silence. Darnell a regardé sa femme avec incrédulité. Tu me fais choisir. Non. Tu as fait ce choix toi-même quand tu as donné les clés à ta mère sans que je le sache, quand tu lui as permis de donner des ordres à tout le monde dans mon appartement, quand tu as fermé les yeux sur ses excès. Et maintenant, elle a recours à la falsification de documents. Darnell est resté silencieux, puis s'est retourné brusquement et a quitté la pièce. La porte de la chambre s'est claquée. Betty est restée seule dans la cuisine. Elle s'est assise, posant ses mains sur la table. À l'intérieur, elle se sentait vide et froide. Elle a compris que ce qui allait arriver ne pouvait qu'empirer. Eleanor ne s'arrêterait pas, Chérès ne s'arrêterait pas. Elles exerceraient des pressions, manipuleraient et concevraient de nouveaux stratagèmes, et Darnell ne serait pas en mesure de leur résister. Il était trop faible, trop dépendant de sa mère, et tôt ou tard, tout cela finirait par une explosion.
Betty ne savait pas exactement quand cela se produirait, mais elle sentait que ce serait très bientôt. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un silence intense. Darnell lui parlait à peine. Il rentrait du travail, dînait séparément et allait dans sa chambre. Eleanor ne s'est plus montrée. Darnell lui avait apparemment dit quelque chose, mais Betty savait que ce n'était que le calme avant la tempête. L'ennemi se retirait pour se regrouper et frapper plus fort, et elle était prête à affronter ce coup avec toutes ses armes, même si elle ne savait pas encore à quel point il serait cruel. 2 semaines se sont écoulées depuis l'incident de la fausse procuration. Betty a suivi sa routine habituelle, 3 services de nuit par semaine, 2 services de jour, les week-ends à la maison. Darnell s'est comporté tranquillement, presque inaperçu. Il venait, il partait, il mangeait, il dormait. Les conversations étaient minimes, sur les factures, la nourriture, les petits détails de la maison. Et puis, soudain, il a changé. Betty est rentrée de son service du samedi soir et a trouvé un bouquet de gros chrysanthèmes jaunes magnifiques sur la table de la cuisine. À côté, il y avait un mot, « Pardonne-moi pour tout. Je t'aime ». Betty a contemplé les fleurs pendant longtemps. Quelque chose s'est serré à l'intérieur d'elle comme avant une tempête. Darnell ne lui offrait jamais de fleurs sans raison, seulement pour les anniversaires et les fêtes, et il ne s'excusait certainement pas comme ça. Son mari est apparu de la chambre, souriant avec incertitude. « Est-ce que tu les aimes? Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Merci. Je me disais qu'on devrait peut-être sortir quelque part, un film ou un restaurant. » Darnell s'est frotté les mains nerveusement. On n'est pas sorti seul depuis un moment. Tu travailles tellement que tu es fatigué. Tu as besoin d'un peu de repos. D'accord, a-t-elle répondu. Ils sont allés dans un restaurant italien du centre-ville. Darnell a commandé du vin, des pâtes et un dessert. Il a parlé de son travail, du nouveau projet qui lui avait été confié. Il a essayé d'être charmant et attentif. Betty a acquiescé, a mangé et a répondu par des monosyllabes. Elle attendait. Le coup est venu le 3e jour. Darnell était assis sur le canapé avec une tasse de thé. Betty pliait du linge après l'avoir lavé. Il s'est raclé la gorge comme pour prendre son courage à 2 mains. « Betty, j'ai réfléchi. » Elle a continué à plier la serviette sans se retourner. « Notre appartement de 2 chambres est assez spacieux, et il n'y a que nous 2, eh bien, je me disais qu'on pourrait peut-être louer une chambre à un étudiant ou à un jeune professionnel. Ce serait un revenu supplémentaire décent. » Betty a mis la serviette dans le placard, a fermé la porte et s'est retournée. « Non. » Darnell a cligné des yeux. « Pourquoi un non aussi catégorique? Au moins, discutons-en. » Il n'y a rien à discuter. Je ne veux pas vivre avec des étrangers dans mon appartement. Mais pense à combien d'argent. Je n'ai pas besoin de cet argent. J'ai besoin de ma maison où je peux me reposer paisiblement après mes quarts de travail. Darnell posa la tasse sur la table et se leva. « Betty, tu ne peux pas être aussi catégorique. Les gens louent des chambres. C'est normal de louer. Je ne le ferai pas. Et si j'insiste? » Elle le regarda dans les yeux. « Tu peux insister autant que tu veux. L'appartement est à moi. C'est moi qui prends la décision. » Le visage de Darnell s'assombrit. « Encore ça. L'appartement est à toi. Je ne suis personne ici. » Exact. Précisément. Tu n'es pas le propriétaire ici et tu n'as pas le droit de décider qui vit dans cet endroit. Il serra les poings, se retourna et alla dans la chambre. La porte claqua. Betty retourna à la lessive. Un sentiment de malaise s'installa en elle. Darnell n'avait pas eu cette idée de lui-même. Clairement, quelqu'un l'avait incité, et il n'était pas difficile de deviner qui. Une semaine plus tard, on frappa à la porte. C'était dimanche matin. Betty ouvrit et trouva Chérisse sur le seuil avec 2 enfants, un garçon d'environ 5 ans et une fille de 3 ans, tous 2 portant des vestes et des sacs à dos. « Salut, Betty. On peut entrer ?» Chérisse entra dans l'appartement sans attendre de réponse. Les enfants suivirent immédiatement, commençant à explorer les pièces. « Est-ce que Darnell est là ?» demanda Betty. « Il dort encore. » « Ne t'inquiète pas, nous allons nous asseoir tranquillement. » Chérisse s'installa confortablement dans la cuisine. Les enfants coururent dans le salon. Betty resta dans le couloir, observant. Chérisse sortit un thermos de son sac et se versa du thé.
ça ne te dérange pas qu'on se soit pointé comme ça? On se promenait juste à côté dans le parc, et je me suis dit que j'allais rendre visite à mon frère. Darnell n'est pas encore réveillé. Oui, je vais attendre. Betty alla dans la cuisine et se versa un verre d'eau. Charisse la regarda avec une sorte de sourire apitoyé. Et Betty, je suis tellement gêné pour toi. Pourquoi? Eh bien, à propos de cette histoire de procuration. Ma mère m'a dit que je ne savais rien. Je jure qu'elle a inventé tout ça elle-même. Je ne l'ai découvert qu'après. Pardonne-moi si tu veux. Je n'aurais jamais accepté quelque chose comme ça. Betty acquiesça sans répondre. Charisse resta silencieuse pendant un moment, puis soupira profondément. Tu sais, on a des problèmes en ce moment. Quel genre de problème? Le propriétaire a augmenté le loyer de notre appartement, il l'a doublé. Tu imagines? On n'y arrive pas. Le salaire de mon mari est irrégulier. Mon salon m'a réduit mes heures. Les enfants grandissent et ils ont besoin de tellement de choses. Garderie, vêtements, nourriture. Betty écouta en silence. Charisse continua, regardant sa tasse. On a pensé à déménager dans quelque chose de moins cher, mais les conditions sont horribles. De la moisissure sur les murs, des fenêtres qui fuient. On ne peut pas emmener les enfants là-bas, et payer si cher pour un vieux 2 pièces exigu n'est pas une option non plus. Je suis désolé, dit Betty calmement. Charisse leva les yeux. Vous avez tellement d'espace ici. 2 chambres, un bon agencement, et vous n'êtes que 2. Betty mit son verre dans l'évier. Charisse, si tu es venu ici pour nous demander de vous laisser vivre ici, je vais te répondre tout de suite. Non. Elle rougit. Ce n'est pas ça. Je pensais juste qu'on pourrait peut-être s'arranger temporairement. Quelques mois. On paierait les factures, bien sûr, et la nourriture. On aiderait à la maison. Non. Mais pourquoi? Nous sommes de la famille. C'est justement pour ça. La famille devrait vivre séparément pour ne pas gâcher ses relations. Charisse pinça les lèvres. Alors, tu t'en fiches que mes enfants n'aient pas des conditions de vie décentes? Tes enfants ont une mère et un père. Vous êtes des adultes. Résolvez vos problèmes vous-même. Que tu es impitoyable. Betty haussa les épaules et quitta la cuisine. Darnell s'était réveillé maintenant. Il entra dans le couloir en pantalon de survêtement et en t-shirt. En voyant sa sœur, il s'illumina. Charisse, quelle surprise. On passait juste avec les enfants. Je voulais te parler. Ils allèrent dans le salon. Betty entendit leur voix. Charisse expliquait quelque chose avec enthousiasme. Darnell répondait avec un ton conciliant. Puis ils partirent. Charisse rassembla les enfants, les habilla, lança à Betty un regard furieux et claqua la porte derrière elle. Darnell resta dans le couloir à regarder le sol. C'était si difficile d'être d'accord? Laissez-les juste rester quelques mois. C'est de la famille. Ta famille n'est pas la mienne. Les enfants sont petits. Ils ont besoin de conditions décentes. Leurs parents devraient leur fournir ça. C'est leur responsabilité, pas la mienne. Darnell secoua la tête. Je ne te reconnais pas. Tu es devenue dure. Je suis devenue protectrice de mes limites. Ce sont 2 choses différentes. Il alla dans sa chambre, claquant la porte. Betty retourna à la cuisine et finit de boire son eau. Un mauvais sentiment s'installa en elle. D'abord, Darnell avec la suggestion de location de chambre, puis Charisse demandant à emménager. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un plan. Eleanor faisait pression de tous les côtés, essayant de trouver une faille dans la défense. Et le plus terrifiant était que Darnell était complètement de son côté. Quelques jours plus tard, une nouvelle étape du siège commença. Eleanor apparut de nouveau, pas avec un double de clés, qu'elle n'avait plus, mais simplement en frappant à la porte alors que Betty était à la maison. « Bonjour, belle-fille. J'ai fait de la soupe. Je l'ai apportée. » Betty la fit entrer sans un mot. Eleanor alla dans la cuisine et posa la marmite sur le réchaud. Darnell est au travail. Quel dommage. Je voulais lui parler. Elle regarda autour d'elle comme si elle évaluait le territoire. C'est propre ici. Bien fait. Tu es une bonne femme au foyer.
Betty ne répondit pas et Eleanor ouvrit le réfrigérateur et regarda à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de nourriture. Laisse-moi faire les courses. Ne vous en faites pas. Quel est le problème? J'adorerais y aller. Je ferai mes courses moi-même quand j'en aurai besoin. Eleanor ferma le réfrigérateur et se tourna vers sa belle-fille. Le sourire avait disparu de son visage. Tu sais, Betty, je voulais te parler comme à une adulte. Je vous écoute. Comprends-tu que ma fille est dans une situation difficile? 2 enfants, un mari qui gagne peu. Le loyer est exorbitant, et vous avez toute une chambre vide ici. La chambre n'est pas vide. Nous prévoyons d'en faire la chambre de bébé. Eleanor ricana. Une chambre de bébé? 3 ans de mariage et toujours pas d'enfant. Il est peut-être temps d'arrêter de planifier. Il est temps d'en avoir. Betty serra les dents, retenant sa colère. Ça, c'est mes affaires et celles de Darnell, pas les vôtres. Comment ça ne serait pas les miennes? Je suis la mère. Je veux des petits-enfants. Et tu es toujours occupé avec ta carrière, avec l'argent. L'appartement est à toi. Les documents sont à toi. Et la famille, Betty? Eleanor, je suis fatigué. J'ai besoin de me reposer avant mon quart de travail. Ça vous dérangerait de partir? La belle-mère ne bougea pas. Sais-tu que, légalement, ton mari a droit à la moitié de l'appartement, même s'il est à ton nom? Betty se figea. Eleanor sourit, voyant sa réaction. Tu ne savais pas? Eh bien, c'est vrai. Les biens acquis pendant le mariage sont divisés en 2, et Darnell peut demander une division s'il le souhaite. L'appartement a été acheté avant le mariage, mais tu as fait des rénovations, acheté des meubles, des appareils électroménagers. Tout cela compte comme des biens matrimoniaux, et on peut prouver que la valeur de l'appartement a augmenté grâce aux investissements de ton mari. Betty expira lentement. Vous voulez que Darnell demande une division? Je veux que tu sois juste. Darnell est mon fils. C'est ton mari. Il a les mêmes droits que toi, et tu agis comme s'il ne faisait que passer ici comme un invité. C'est mon appartement pour l'instant. Oui. Mais la loi peut changer. Darnell peut exiger ce qui lui est dû, et alors la moitié de cet appartement sera à lui, et il décidera qui vit ici. Eleanor attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. Dans l'embrasure de la porte, elle se retourna. Pense à mes paroles, Betty. La famille, ce n'est pas seulement des droits. C'est aussi des obligations. Tu dois aider, surtout quand la famille le demande. La porte se referma. Betty se tenait au milieu de la cuisine, serrant les poings si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Eleanor l'avait ouvertement menacée, insinuant que Darnell pouvait réclamer la moitié de l'appartement. Et connaissant le caractère de son mari, Betty comprit qu'il en était capable. Si sa mère lui mettait suffisamment la pression, il irait au tribunal. Elle devait agir. Le lendemain, Betty prit un jour de congé et alla consulter un avocat. Elle en trouva un grâce à la recommandation de son amie Sarah, une spécialiste du droit de la famille, une femme d'une 50aine d'années avec un regard attentif et une manière de parler claire. Après avoir écouté l'histoire, l'avocate acquiesça. La situation est inconfortable, mais pas critique. L'appartement a été acquis avant le mariage, et c'est documenté. Par conséquent, il n'est pas considéré comme un bien matrimonial. Et si mon mari prouve qu'il a contribué aux rénovations, demanda Betty. Il peut essayer, mais il aura besoin de reçus, de factures, de preuves qu'il a payé les travaux ou acheté les matériaux. Avez-vous ces documents? Betty réfléchit un instant. Je ne sais pas. La rénovation date d'il y a 4 ans, avant notre mariage. La plupart des meubles, je les ai achetés, les appareils électroménagers aussi. Vous voyez, s'il ne peut pas prouver une contribution significative, le tribunal ne reconnaîtra pas son droit à la moitié de l'appartement. Mais ma belle-mère a dit, commença Betty. Votre belle-mère essaie de vous faire peur. C'est une tactique courante, l'intimidation, pour que vous acceptiez volontairement ces conditions. L'avocate sortit un bloc-notes et commença à écrire. Voici mon conseil. Rassemblez tous les documents prouvant que l'appartement a été acheté avec votre argent, relevé bancaire, contrat de vente, ordre de paiement. Si vous avez des preuves que votre mari n'a pas contribué financièrement, rassemblez ça aussi, reçus, factures, correspondance, tout ce qui peut soutenir votre position est bon. Et de plus,
Si vous sentez que la situation pourrait s'aggraver, envisagez un contrat de mariage ou même un divorce, car cela ne peut qu'empirer plus tard. Betty la remercia et partit. À la maison, elle sortit le dossier avec les documents et commença à examiner les papiers. Le contrat de vente était à son nom. Le relevé bancaire montrait que le prêt était à son nom. Les paiements provenaient de son compte. Les reçus de rénovation avaient tous été payés par elle avant le mariage. Darnell n'avait vraiment pas investi un centime dans l'appartement. Il avait emménagé dans un logement prêt à l'emploi avec des meubles et des appareils électroménagers. Tout ce qu'il avait fait, c'était y vivre. Même les paiements des services publics étaient couverts par Betty parce qu'elle gagnait plus. Elle organisa les documents et les cacha dans le coffre-fort au travail. Maintenant, si l'affaire allait au tribunal, elle avait une protection, mais Betty espérait que ce ne serait pas nécessaire. Dans les jours qui suivirent, Eleanor apparut tous les jours, parfois avec de la soupe, parfois avec du pain de viande, ou simplement en visite. Darnell lui avait clairement donné un nouveau jeu de clés parce que parfois Betty rentrait du travail et trouvait sa belle-mère déjà à l'intérieur de l'appartement. « J'ai lavé les fenêtres » disait-elle. Elles étaient sales. « Oh, j'ai nettoyé le sol. » Tu es fatigué du travail. Il n'y a pas de temps pour le nettoyage. Betty accepta ces intrusions en silence, mais intérieurement, elle bouillonnait de colère. Eleanor marquait son territoire à nouveau, montrant qu'elle pouvait entrer à tout moment, et Darnell l'y aidait. Un jour, Betty trouva sa belle-mère dans la chambre. Elle se tenait devant le placard, examinant les étagères. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Betty froidement. Eleanor se retourna sans montrer d'embarras. « Je vérifie comment tu organises tes affaires. Tu pourrais les ranger plus rationnellement. Libérer de l'espace. » Pourquoi faire ? Betty se mit en alerte. Eh bien, si quelqu'un emménage, il faudra faire de la place. Betty se rapprocha. Eleanor, personne n'emménage ici. Je vous l'ai déjà dit. Nous verrons bien. Dit la belle-mère, la dépassant pour aller dans le couloir, attrapant son sac à main. Je reviendrai demain. Je veux nettoyer les carreaux de la salle de bain. Ne vous en donnez pas la peine. Si, je m'en donne la peine. Tu n'as pas le temps. Betty la conduisit à la porte, verrouilla tous les verrous, s'assit sur le canapé et se couvrit le visage de ses mains. C'était insupportable. Eleanor se comportait comme si l'appartement lui appartenait déjà. Darnell n'objectait pas. Au contraire, il facilitait tout. Ce soir-là, son mari annonça qu'il partait en voyage d'affaires, 3 jours pour négocier avec des fournisseurs à New York. Très bien fut tout ce que Betty répondit. Elle n'était pas surprise. Elle s'y attendait. Darnell partait pour ne pas gêner sa mère. Cela signifiait qu'Eleanor préparait quelque chose de sérieux. Le lundi matin, son mari partit, et ce soir-là, la sonnette retentit. Sur le seuil se trouvait Eleanor avec des sacs de provisions. « J'ai décidé de te préparer à dîner. C'est ennuyeux d'être seule. » Betty la laissa entrer. La belle-mère alla dans la cuisine, commença à sortir des légumes et de la viande, se déplaçant, faisant du bruit, commentant chaque action. Betty resta dans le salon, faisant semblant de regarder la télévision. Eleanor partit 1 heure plus tard, disant qu'elle reviendrait demain, et elle revint le lendemain et le jour suivant. Chaque fois, elle restait longtemps. Elle se promenait dans les pièces, examinant l'endroit, posant des questions sur l'emploi du temps de Betty, quand elle était à la maison et quand elle ne l'était pas. As-tu des quarts de nuit ? Oui. À quelle fréquence ? Ça dépend de l'horaire, et cette semaine, en auras-tu un ? Betty la regarda intensément. Pourquoi veux-tu savoir ? Eleanor sourit. Je suis juste curieuse. Ça doit être dur de travailler la nuit, je suppose. J'y suis habituée. Betty ne précisa pas qu'elle avait en fait un quart de nuit jeudi. Elle laissa sa belle-mère croire qu'elle n'avait pas révélé son plan. Le mercredi, Darnell revint de son voyage d'affaires. Il était délibérément neutre, parlant à peine. Betty remarqua qu'il envoyait des SMS sur son téléphone, cachant l'écran quand elle s'approchait. Le jeudi matin, elle se prépara pour son quart de jour, se changea et attrapa son sac. Au travail, elle dit à son superviseur qu'elle ne se sentait pas bien et demanda à partir plus tôt. Le superviseur accepta sans hésitation. Betty quitta l'hôpital à 14 heures et se dirigea vers la maison, mais elle ne monta pas à l'appartement. Elle s'arrêta à l'entrée de l'immeuble,
se cachant derrière le coin où elle pouvait voir la porte. Elle attendit. 20 minutes plus tard, une vieille berline rouge arriva. Betty la reconnut. C'était la voiture du mari de Charis. Charis sortit du siège passager, suivi de ses 2 enfants. Puis son mari sortit avec de grands sacs, et finalement Eleanor apparut derrière eux, parlant et gesticulant. Ils sortirent des cartons et des sacs du coffre. Beaucoup de choses. Eleanor sortit les clés neuves et brillantes de son sac à main. Elle ouvrit la porte de l'immeuble, et tout le groupe disparut à l'intérieur. Betty resta debout, à regarder. Son cœur battait fort, et ses mains tremblaient de rage. Darnell avait refait un double de clés et l'avait donné à sa mère. Et maintenant, ils emménageaient Charis et sa famille dans l'appartement pendant que Betty était partie. Elle sortit son téléphone et appela une amie. « Bonjour, Sarah. Est-ce que je peux rester chez toi ce soir ? » « Bien sûr. Il s'est passé quelque chose ? Je te raconterai en personne. J'arrive dans 1 heure. » Betty monta dans sa voiture et s'éloigna. Sur le chemin de la maison de Sarah, elle s'arrêta dans un magasin d'alcool. Elle acheta une bouteille de vin et du chocolat. Son amie l'accueillit, inquiète. « Comment vas-tu ? Tu as l'air pâle. »« Ça va, juste fatiguée. » Elles s'assirent dans la cuisine. Sarah versa le vin. Betty lui raconta tout à propos de sa belle-mère, la tentative de donation, les visites constantes et ce qu'elle avait vu près de l'entrée de l'immeuble aujourd'hui. Sarah écouta, secouant la tête. « C'est de l'abus pur et simple. »« Qu'est-ce que tu vas faire ? » ?»« J'ai un quart de nuit demain. Je vais le faire, et ensuite je rentrerai à la maison le matin. » Betty regarda son amie dans les yeux. « Et on verra bien qui gagne. » Sarah resta silencieuse. « Es-tu sûre de pouvoir gérer ça ? » ?»« Absolument. Tu veux que je vienne avec toi pour te soutenir ? » ?»« Pas besoin. Je vais le faire seule. » Elles finirent le vin et allèrent se coucher. Betty ferma à peine les yeux. Sa tête tournait avec des pensées aiguisées comme des lames. Le plan d'action était clair dans son esprit. Demain, elle rentrerait à la maison et trouverait Charis et sa famille là-bas. Eleanor serait probablement là aussi. Darnell, peut-être. Et alors, la bataille principale commencerait. Betty était prête. Les documents de l'appartement étaient dans le coffre-fort au travail. Son téléphone était chargé avec l'application d'enregistrement vidéo installée, et les numéros de la police et de son avocat étaient enregistrés pour un accès rapide. Elle savait exactement quoi faire, étape par étape, sans émotion, sans hystérie, froide et calculée. Eleanor était allée trop loin, et il était temps que les conséquences arrivent. Le matin, Betty se leva tôt, prit un café avec Sarah, la remercia pour son hospitalité et partit pour son quart de travail. Elle fit un quart de nuit de 12 heures, qui fut incroyablement lourd. Plusieurs patients difficiles, un cas de suspicion d'appendicite qui fut confirmé, et le patient fut emmené en chirurgie. À l'aube, Betty tenait à peine debout, mais elle ressentait une clarté et un calme absolu. Elle se changea, attrapa son sac, prit le dossier avec les documents de son casier, le mit dans son sac, monta dans sa voiture et se dirigea vers la maison. Sur le chemin, elle s'arrêta dans un dépanneur. Elle acheta un sac de provisions pour maintenir l'apparence de la normalité, pain, lait, œufs, légumes. Elle se gara devant l'immeuble, attrapa le sac et son sac à main, sortit de la voiture, monta sur le porche et ouvrit la porte avec le code. L'ascenseur ne fonctionnait pas, comme toujours au moment le plus inopportun. Elle dut monter les 5 étages à pied. À chaque pas, la tension augmentait en elle. Son cœur battait régulièrement. Ses mains ne tremblaient pas. Ses pensées étaient claires. Elle savait ce qu'elle allait voir en haut. Elle savait ce qu'elle allait dire. Elle savait ce qu'elle allait faire. Elle atteignit le 5e étage et s'arrêta. Près du mur devant sa porte se trouvaient des cartons et des sacs, beaucoup empilés proprement, attachés avec du ruban adhésif et des cordes. Betty reconnut ses affaires. Des vêtements, des chaussures, des livres, des cosmétiques, même des photos encadrées se trouvaient sur le dessus d'un des cartons. Elle avait été expulsée. Betty posa le sac de provisions par terre, sortit lentement le téléphone de sa poche, vérifia la batterie, 92%. Elle alluma la caméra, la mit en mode d'enregistrement vidéo, appuya sur le bouton rouge, s'approcha de la porte, inséra la clé dans la serrure et tourna. La serrure claqua. La clé fonctionnait,
ce qui signifiait qu'ils n'avaient pas eu le temps de changer la serrure, ou que ça ne leur était pas venu à l'esprit. Betty poussa la porte et entra. L'appartement sentait les oignons frits et quelque chose de sucré. Dans la cuisine, Eleanor, portant un tablier coloré, remuait quelque chose dans une marmite sur le réchaud, les cheveux attachés sous un foulard, affichant l'expression satisfaite d'une propriétaire s'installant dans son nid. Des voix et des rires d'enfants provenaient des pièces, des pas, le bruit de meubles déplacés. Sherès parlait à son mari, qui répondait d'une voix grave. Eleanor se retourna, entendant les pas, vit Betty dans l'embrasure de la porte et sourit largement. « C'est tellement bien que tu sois là. Tes affaires sont déjà à l'entrée. Prends-les, ma chère. Notre fille et son mari vont arriver bientôt. Ils ont des enfants, et ils ont plus besoin de l'appartement. » Betty laissa lentement tomber son sac de sport sur le sol, ne quittant pas sa belle-mère des yeux. Eleanor tenait une louche à la main. Elle souriait, attendant une réaction, attendant des larmes, des cris, de l'hystérie. Elle n'obtint rien de tout cela. Après ces mots, plus rien ne pouvait l'arrêter. Betty leva son téléphone et pointa la caméra sur Eleanor. Aujourd'hui, nous sommes en septembre, texte 6, texte 2020, plus un texte 5 fois, texte 9, tableau texte 30 texte 7 heures du matin. Moi, Betty Vance, suis dans mon appartement au texte Jandit, Magnolia Ridge Drive, appartement texte 53. Il y a des personnes non autorisées dans l'appartement qui refusent de partir. Eleanor baissa la louche. Le sourire disparut de son visage. Qu'est-ce que tu fais? J'enregistre un crime. Quel crime? C'est l'appartement de mon fils. Non, c'est mon appartement. J'en suis la seule propriétaire. Betty descendit le couloir, enregistrant toujours avec la caméra, et regarda dans le salon. Là, Sherès et son mari étaient en train d'arranger des affaires d'enfants, des jouets sur le sol, des vêtements sur le canapé, une poussette dans le coin. Les enfants, un garçon et une fille, étaient assis sur le tapis, assemblant un jeu de construction. Sont enregistrés dans le salon 4 personnes, la citoyenne, Charissay, son mari et 2 mineurs qui sont entrés illégalement dans l'appartement et refusent de partir. Cher se leva d'un bond du canapé. « Qu'est-ce que tu fais? » J'enregistre une vidéo à présenter à la police. Quelle police? Betty, tu es folle? Betty ignora la question et entra dans la chambre. Darnell était allongé sur le lit en pantalon de survêtement et t-shirt, absorbé par son téléphone. Voyant sa femme avec la caméra, il pâlit. Enregistré. Dans la chambre se trouve le citoyen Darnell Vance, mon mari, qui n'est pas le propriétaire de cette propriété. Betty, parlons calmement. Elle retourna dans le couloir. Eleanor lui bloqua le passage. Son visage était déformé par la rage. Éteins ça tout de suite. Tu n'es pas ma belle-mère. Tu es une personne qui est entrée illégalement dans mon appartement. Tu as 10 minutes pour quitter volontairement les lieux. Le compte à rebours commence maintenant. Eleanor essaya d'arracher le téléphone. Betty recula, levant la caméra plus haut. Enregistré. La citoyenne, Eleanor tente d'empêcher l'enregistrement et d'utiliser la force physique. Quel enregistrement? C'est la maison de mon fils. 9 minutes. Texte 40 RC. Charis sortit en courant du salon, suivi de son mari, un homme corpulent avec une barbe non rasée et un regard vif. Qu'est-ce que tu as fait? Nous avons nos affaires ici. 9 minutes, texte 20, secondes bruyantes. Si vous ne partez pas volontairement, j'appellerai la police. Charis rit. La police? Tu t'écoutes? C'est la famille. Nous sommes des parents. Vous êtes des citoyens qui sont entrés illégalement, et j'appelle une patrouille maintenant. Betty composa le numéro sans éteindre la caméra. Sonnerie. Une voix d'homme répondit. Centrale de service de garde. Je vous écoute. Bonjour, je m'appelle Betty Vance. Je veux signaler une entrée illégale dans mon appartement. Adresse, texte. Magnolia Ridge Drive. Appartement texte $53 000. Quelle est la violation? Il y a 4 adultes et 2 enfants dans mon appartement. Ils sont entrés sans ma permission, ont déplacé mes affaires dans le couloir et refusent de partir. Vous êtes la propriétaire. Avez-vous les documents? Compris. La patrouille est en route. Attendez.
Eleanor criait, agitant les bras. Charis essaya de tirer sur la manche de Betty. Elle se dégagea, continuant l'enregistrement. Enregistré. La citoyenne Charis utilise la force physique, tentant d'empêcher l'appel à la police. Je n'utilise pas la force. Je veux juste que tu arrêtes. La police arrive. Vous pouvez récupérer vos affaires. Eleanor mit ses mains sur sa tête. Darnell, tu vas la laisser mettre ta mère à la rue? Darnell sortit de la chambre, déconcerté, avec des plaques rouges sur son visage. Betty, pourquoi tu fais ça? Parlons calmement. Il est trop tard pour parler. Vous avez tous pénétré par effraction dans mon appartement, jeté mes affaires et vous êtes installés sans ma permission. C'est un crime. Quel crime? Je suis ton mari. Tu n'es pas la propriétaire. Tu n'as pas le droit de décider qui vit ici. Darnell regarda sa mère, puis sa femme. Il ouvrit la bouche, la referma et ne dit rien. Eleanor s'approcha de Betty de très près. Ses yeux brûlaient. Sa voix tremblait de rage. Tu sais ce que tu fais? Tu mets une famille à la porte, 2 petits-enfants. Tu as un appartement, Eleanor, et ta fille a une location. Allez-y. Tu es sans cœur. Je défends ma propriété. La belle-mère leva la main comme pour la frapper. Betty ne broncha pas. Elle se contenta de lever le téléphone plus haut. Enregistrement d'une menace de violence physique par la citoyenne et la néait. Eleanor baissa la main, se retourna, alla à la cuisine, éteignit la cuisinière, enleva le tablier et le jeta sur la table. On verra comment tu chanteras quand Darnell demandera le partage des biens. La moitié de cet appartement lui appartient de droit. L'appartement a été acheté avant le mariage. Ton fils n'y a pas mis un centime. Tous les documents sont avec moi, donc toute tentative est inutile. On verra. Eleanor attrapa son sac à main et alla dans le couloir. Charis se tenait au milieu du salon, se serrant contre elle-même. Son mari ramassait les affaires des enfants, les mettant dans des sacs. Les enfants regardaient les adultes avec des yeux effrayés. « Maman, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Charis d'une voix tremblante. « On part. Laisse cette vipère vivre ici seule. » Ils commencèrent à rassembler leurs affaires. Betty se tenait dans le couloir, enregistrant tout avec la caméra. Darnell s'approcha d'elle, essayant de lui prendre la main. « Arrête. C'est fou. Lâche ma main. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, mais maman vient de dire, ta mère décide de mon appartement. Tu l'aides avec ça. J'ai été jeté comme un meuble, et maintenant tu es surpris que j'ai appelé la police. » Il recula. Je pensais qu'on pourrait trouver un accord. Temporairement, on laisserait Charis rester. Elle trouverait un meilleur travail, économiserait et déménagerait. Tu pensais? Et tu n'as pas pensé qu'il était nécessaire de me consulter? Tu n'aurais pas accepté. Correct. Parce que c'est mon appartement et que moi seul décide qui vit ici. Eleanor sortit du salon avec un sac et une boîte, lançant à Betty un regard plein de haine. Tu vas le regretter. Tu vas regretter cette journée. Peut-être, mais pas aujourd'hui. Quelqu'un frappa à la porte. Betty ouvrit. Sur le seuil se tenait le policier de quartier, un homme d'une 40aine d'années en uniforme avec un visage fatigué. Derrière lui se trouvait un autre officier plus jeune. Bonjour. L'appel vient d'ici. Oui, entrez. Betty les fit entrer dans l'appartement. L'officier regarda autour de lui dans le couloir, remarqua les gens avec leurs affaires et les enfants. Quel est le problème? Betty sortit le dossier avec les documents de son sac à main. Je suis la propriétaire de cet appartement. Voici l'acte de propriété, le contrat de vente, le passeport technique. Ces gens sont entrés sans ma permission, ont déplacé mes affaires dans le couloir et refusent de partir. L'officier prit les documents et les examina. Vous êtes la seule propriétaire? Oui. Et qui sont ces gens? Ma belle-mère, sa fille avec sa famille et mon mari. L'officier regarda Eleanor. Avez-vous des documents confirmant votre droit de vivre ici? Eleanor se redressa. Quel document? C'est l'appartement de mon fils. Votre fils a-t-il des droits de propriété? Non, mais c'est mon mari. Il vit ici. L'officier se tourna vers Darnell. Êtes-vous enregistré à cette adresse?
Êtes-vous propriétaire ou copropriétaire? Non. Alors vous n'avez pas non plus le droit de rester ici contre la volonté du propriétaire. Eleanor halta. Comment est-ce possible? C'est mon mari. Cela ne lui donne pas automatiquement droit à l'appartement s'il est au nom de sa femme et a été acheté avant le mariage. L'officier rendit les documents à Betty. Tout est en ordre. Vous avez le droit d'exiger que ces personnes partent. Messieurs, dames, rassemblez vos affaires et partez volontairement. Sinon, nous devrons rédiger un rapport pour violation de domicile. Eleanor mit ses mains sur sa poitrine et s'assit sur la table. Je me sens mal. L'officier, imperturbable, sortit sa radio. Appelez une ambulance. Eleanor se leva rapidement. Pas besoin. Ça va. Charis prit les enfants par la main. Son mari ramassa les boîtes. Ils allèrent dans le couloir et descendirent les escaliers. Eleanor les suivit, lançant à Betty un regard plein de haine. La belle-mère était horrifiée par ce qu'elle avait fait. Elle ne s'attendait pas à ce que sa belle-fille calme et épuisée soit capable de quelque chose comme ça, appeler la police sur la famille de son propre mari, mettant tout le monde à la porte impitoyablement et sans hésitation. Darnell se tenait dans le couloir. L'officier le regarda. Vous partez aussi? Darnell regarda sa femme. Pas, Darnell. Prends tes affaires et va avec ta mère. Tu ne peux pas faire ça. J'étais ta femme. On ne peut pas tout discuter maintenant. Il n'y a rien à discuter. Tu as choisi ta mère. Vis avec elle. L'officier toussa. Monsieur, je vous conseille de vous conformer. Votre femme a tout à fait le droit d'exiger votre départ. Darnell resta immobile pendant 1 minute. Puis il se retourna et alla dans la chambre. Il revint avec un sac dans lequel il fourra précipitamment ses vêtements. Il passa devant Betty sans la regarder. La porte se referma. L'officier regarda Betty. Avez-vous besoin d'un rapport? Oui. Je veux déposer une plainte pour entrée illégale. Bien. Nous le rédigerons au poste. Vous pouvez venir aujourd'hui. Je viendrai après m'être un peu reposé. Compris. Voici ma carte. Appelez quand vous pourrez venir. Les officiers partirent. Betty ferma la porte à clé avec tous les verrous et s'y adossa. Silence. Pour la première fois depuis plusieurs heures, un silence absolu. Elle traversa l'appartement. Dans la cuisine, la soupe à moitié cuite dans la casserole avait refroidi. Sur la table, des restes de légumes et des couteaux sales. Dans le salon, des jouets d'enfants étaient éparpillés. Le coussin du canapé était froissé. Dans la chambre, le lit n'était pas fait. Les vêtements de Darnell étaient tombés du placard. Betty s'assit sur le sol au milieu du couloir. Le téléphone enregistrait toujours. Elle éteignit la caméra, la mit de côté et se couvrit le visage de ses mains. Elle ne pleura pas. Elle resta juste assise là. Puis elle se leva, alla à la salle de bain, ouvrit la douche, se déshabilla et se plaça sous l'eau chaude. L'eau emporta l'épuisement, la tension, la colère. Betty resta dans la douche pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que sa peau soit rouge à cause de la chaleur. Elle sortit, se sécha, mit des vêtements confortables et retourna dans le couloir pour récupérer ses affaires à l'entrée. Elle porta les boîtes et les sacs dans l'appartement et les plaça dans les coins. Elle ne déballa rien. Elle n'en avait pas la force. Elle s'allongea sur le lit et s'endormit instantanément. Elle se réveilla le soir. Il faisait déjà nuit dehors. Elle se leva, alla à la cuisine, jeta les restes de la soupe, lava la casserole, essuya la table, sortit les ordures et mit la bouilloire en marche. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels et des messages. Darnell envoyait de longs messages de colère sur sa cruauté. Eleanor envoya des notes vocales menaçant de la poursuivre en justice. Charis l'accusait d'avoir laissé des enfants sans abri. Betty bloqua les 3 numéros, puis appela son avocate et lui raconta ce qui s'était passé. L'avocate renifla d'approbation. Vous avez bien fait. Maintenant, demandez le divorce et en aucun cas ne les laissez revenir. Même s'il supplie, je ne veux pas. Parfait. Passez demain et nous formaliserons les documents. Betty la remercia et raccrocha. Elle prit un thé avec des biscuits et regarda par la fenêtre. La ville continuait sa vie. Des lumières allumées dans les fenêtres des appartements, des lampadaires le long des routes, quelques voitures qui circulaient.
Une soirée normale de novembre, et sa vie, pendant ce temps, avait complètement changé. Le lendemain, Betty se rendit au poste de police et déposa le rapport. Ensuite, elle demanda le divorce avec l'avocate. Une semaine plus tard, elle reçut la convocation au tribunal. Darnell essaya d'appeler à partir de numéros inconnus, demanda à la rencontrer et à parler, promettant que cela ne se reproduirait plus jamais. Betty répondit brièvement, le divorce était inévitable. Eleanor surveillait l'immeuble d'en bas. Betty appela la police. L'officier eut une conversation avec elle, après quoi la belle-mère cessa d'apparaître. Charis écrivit des messages de colère sur les médias sociaux à propos de la belle-sœur cruelle qui avait mis une famille avec enfants à la rue. Des connaissances les lurent. Certains se désabonnèrent de Betty. D'autres la soutinrent. 2 mois passèrent. Le divorce fut finalisé rapidement. Darnell ne s'y opposa pas, comprenant à quel point cela serait futile. L'appartement resta au nom de Betty. Son ex-mari emménagea chez sa mère et trouva un nouvel emploi. Occasionnellement, Betty entendit par des connaissances communes qu'il se plaignait de son ex-femme, la qualifiant de sans-cœur et de calculatrice. Laisse-le parler, pensa-t-elle. Charis et sa famille finirent par quitter leur ancien appartement. Elle trouva un endroit moins cher à la périphérie. Eleanor les aida avec de l'argent et surveilla les enfants. La famille vécut sa vie et Betty vécut la sienne. Certaines connaissances prirent en effet leur distance. Elle pensait qu'elle avait agi cruellement, qu'elle aurait dû se mettre à leur place, aider ses proches. Betty ne se justifia pas. Elle retira simplement ces personnes de sa vie. Ses vrais amis restèrent. Sarah la soutint dès le premier jour, l'aidant à traverser le divorce. Ses collègues au travail firent également preuve de compréhension. Ils connaissaient Betty comme une personne responsable et honnête. La vie se stabilisa, travail, maison, rencontres occasionnelles avec des amis, calme, paix, solitude. Un vendredi soir, Betty rentra d'un autre service. Elle ouvrit la porte avec sa clé, celle que personne d'autre ne pouvait copier sans sa permission, et entra dans l'appartement. Silence, propreté, ordre. Elle enleva sa veste et la suspendit. Elle enleva ses chaussures. Elle alla à la cuisine, mit la bouilloire en marche, prit une tasse et un sachet de thé, le remplit d'eau et s'assit près de la fenêtre. Dehors, la ville le soir, des lumières dans les fenêtres des immeubles, des lampadaires le long des rues, peu de voitures qui circulaient, froid en novembre, le ciel couvert de nuages. L'hiver allait bientôt arriver. Betty sirota son thé. Elle était fatiguée. Elle avait sommeil, mais elle ne voulait pas se lever et aller dans la chambre. C'était bien de rester assise là seule en silence. Parfois, des pensées surgissaient. Et si elle avait fait une erreur? Et s'il aurait été préférable d'essayer de trouver un accord, de trouver un compromis? Peut-être aurait-elle vraiment pu laisser Chérie rester quelques mois pour l'aider. Mais alors Betty se souvint de ce jour, les boîtes avec ses affaires dans le couloir, Eleanor dans la cuisine prenant les choses en main comme si c'était sa propre maison, Darnell n'essayant même pas de protéger sa femme. Tous les doutes s'évanouirent. Elle avait bien fait. Elle en avait payé un prix élevé, la solitude, le jugement des autres, un mariage détruit. Elle avait perdu son mari, bien qu'à vrai dire, elle l'avait perdu bien avant le moment où il avait choisi sa mère plutôt que sa femme. Mais au moins, elle avait gardé le plus important, sa maison, sa dignité, sa liberté. Betty termina son thé, laissa la tasse dans l'évier, éteignit la lumière de la cuisine, alla dans la chambre, s'allongea sur le lit, se couvrit de la couverture et ferma les yeux. Demain serait un nouveau jour, un nouveau service, de nouveaux patients, de nouveaux devoirs. La vie continuait, même seule. Même si certains la considéraient comme cruelle, même si parfois la tristesse se faufilait la nuit, c'était son choix, et elle ne le regrettait pas. Parfois, il faut perdre des gens pour se garder soi-même. Avez-vous aimé l'histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Rencontrons-nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci afin que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande fortement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.